bonsoir tout le monde, bonsoir à toutes et à tous. Cher Soulé, on est ce soir à la Maison pour tous des Amants, donc un lieu extrêmement connu des habitantes et des habitants de la ville des Ulysses. On y est pour une raison bien spéciale. Ce soir, on va vernir plutôt une exposition qui est un peu particulière, parce qu'elle vient marquer un petit peu le début du projet de réhabilitation, en tout cas de démolition-reconstruction du foyer Adoma. Soulé, cette exposition s'appelle Mémoire de résident. Donc d'abord, je t'invite à prendre le micro. Donc Soulé Ngaïdé, je te laisse te présenter. Donc Soulé, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce live spécial qui va être consacré au foyer Adoma. On est ce soir, du coup en fait l'importance de ce live, c'est à la fois pour faire des annonces sur la structure, sur les travaux qui vont avoir lieu, mais c'est aussi important pour nous de pouvoir marquer d'un point de vue humain cet événement. D'abord pour rappeler que ce foyer, il a vu bon nombre d'habitantes et d'habitants, d'Ulyssiennes et d'Ulyssiens, à un moment ou à un autre, depuis les 50 ans qu'il existe, accueillir des gens avec des parcours très différents. Et donc c'est un peu l'objectif de cette exposition qui est présentée ce soir dans la grande salle de la Maison pour tous des Amants. Mémoire de résident, l'idée c'est de raconter non pas le projet du foyer Adoma, parler pas forcément du bâtiment, mais parler de ces gens qui ont fait, celles et ceux qui ont vécu, qui vivent encore et qui ont tous des parcours de vie différents et qui incarnent, je le crois, beaucoup la résidence Adoma telle qu'on l'imagine, qui s'appelait Sonacotra à l'ancienne. Peut-être on va rappeler un petit peu l'histoire et le contexte de ce bâtiment. À la base, c'est un foyer qui est donc Sonacotra. Tu peux nous rappeler ce que c'est peut-être Sonacotra? Oui, Sonacotra, Société nationale de construction pour les travailleurs algériens. Avant, c'était Sonacotra et maintenant, c'est Sonacotra. C'est vrai qu'il faut rappeler que foyer de travailleurs migrants, dans foyer de travailleurs migrants, il y a migrants. Et ça, c'est important. Ça veut dire qu'il y a une histoire dans ce foyer de travailleurs migrants, une histoire qui est liée à la question de l'immigration. Aujourd'hui, on parle beaucoup de la question de la migration, on a parlé du pacte migratoire européen, on parle aussi du projet de loi immigration. Et je pense qu'il est important aujourd'hui de rappeler l'histoire de la migration à travers ce foyer de travailleurs migrants. C'est pour ça que ce live est important, parce qu'il va aussi nous ramener un peu en arrière sur les questions historiques, sur le lien qu'il y a entre les migrants et l'habitat. C'est surtout ça. Comment le migrant qui est arrivé ici pour travailler a été imaginé dans un foyer ici lorsqu'il est arrivé. En fait, ce qui est intéressant pour nous, c'est de rappeler, en fait, il y a un bâtiment qui est donc sur l'avenue de Saint-Onge que tout le monde, toutes et tous, on a un peu en tête, on a en mémoire, que ce bâtiment, il a été construit en 1974, qu'il contient plusieurs dizaines, enfin plusieurs centaines, puisque c'est 320 chambres de 7,50 m de carré, 7 mètres carrés qui accueillent des adultes isolés. Alors la plupart du temps, même si dans les faits, il y a sans doute eu des histoires familiales qui se sont créées à l'intérieur de ce foyer. Mais par contre, c'est encore le dernier habitat aux Ulysses où on a des conditions de vie qu'on peut considérer à la limite de l'indignité, puisque d'abord le bâtiment a été construit dans les années où on n'avait pas forcément un regard très, j'ai envie de dire, très efficient sur la durabilité du bâtiment, mais également sur les normes de construction de l'époque et sur l'isolation thermique, sur le confort de vie. Et on a donc des espaces qui sont extrêmement petits, avec des parties communes pour les cuisines, pour les salles de bain, pour les toilettes. On a eu l'occasion souvent de le visiter. On y reviendra plus tard. C'est un truc c'est un bâtiment qui vraiment laisse à désirer. Alors le bailleur qui s'appelle donc Adoma aujourd'hui essaie de l'entretenir du mieux qu'il peut, mais enfin on est tous arrivés à la même conclusion et tu vas peut-être nous expliquer, avant qu'on fasse intervenir les différents invités de ce soir, peut-être nous expliquer un peu comment on a pris les choses avec cette municipalité. Parce qu'en fait, le foyer, ça fait très longtemps qu'on sait qu'il y a des conditions de vie qui ne sont pas forcément dignes. Ça fait très longtemps qu'on sait que le bâtiment n'est pas en bon état. Toutes les municipalités qui se sont précédées ont essayé de trouver des solutions pour permettre soit une réhabilitation, soit une démolition-reconstruction. Il était nécessaire, d'un point de vue de l'État, de reconstruire l'intégralité de l'offre de logement sur le territoire, le territoire de vie des Ulysses, soit aux Ulysses, soit dans les villes alentours.
320 chambres. On était évidemment sur la nécessité de trouver un terrain capable d'accueillir une telle structure, avec des normes de construction différentes, mais on y reviendra tout à l'heure, donc avec des gens qui ont des studios, quoi, grosso modo, avec leurs toilettes, leur salle de bain à eux. Et à l'époque, toutes les municipalités ont essayé de trouver un terrain qui puisse, aux Ulysses, mais aussi dans une autre ville, accueillir une nouvelle structure. Ça n'a pas été simple, et du coup, quand on est arrivé, quand les Ulyssiens ont porté notre liste en tête des élections municipales, on s'est très vite saisi de la question. On s'en était d'ailleurs, on avait une grande réflexion dès le démarrage. Je t'en prie, peut-être te laisse. Donc c'est vrai que dès le début de la campagne, on a parlé de la question de la réhabilitation, de la démolition, reconstruction du foyer Adoma. Je me souviens que pendant la campagne, lorsque Clovis est venu me voir pour me dire qu'il fallait qu'on fasse campagne pour les municipales, je lui avais dit qu'il était important qu'on ait un regard particulier sur le foyer de travailleurs migrants. Je sais que pendant plusieurs années, il y a tous les maires, je pense aussi qu'il faut leur rendre hommage. Bien sûr, tous. Je pense qu'à la fois Paul Loridan, en passant Paul Loridan, Maud Olivier et Sonia Daou et Françoise Maronda, ont toutes et tous essayé de faire évoluer ce foyer. D'accord, ils ont tous essayé de faire de sorte que cet habitat indigne ne soit plus sur nos territoires. Mais il se trouve que lorsque nous sommes arrivés, comme c'était notre priorité, on s'est saisi du problème. Et sur ce problème aussi, je pense qu'il faut dire que c'est tous les élus des Ulysses, qu'ils soient de la majorité ou qu'ils soient de l'opposition. Je pense que c'est tous les élus aussi qui voulaient enfin que ce foyer soit démoli et réhabilité. Je pense que c'est important aussi de rendre hommage à tous les élus de la ville qui ont tous voulu que ça se fasse. Et je pense que là où il y a de la volonté politique, il y a un chemin. Ouais, c'est sûr qu'il y a, mais après on va peut-être en parler avec Christophe Roussel, qui est le directeur territorial de l'Essonne Adoma, et je l'appellerai dans quelques instants à nous rejoindre. L'idée, c'était les réflexions qu'on a pu avoir, c'est si on n'arrive pas à trouver la même solution que ce que recherchent depuis des années les autres municipalités, à savoir une partie de construction aux Ulysses et une partie de construction dans une autre commune, ce qu'aurait semblé logique, et ce qui nous semble logique d'un point de vue de solidarité territoriale, c'était de ne pas rester encore une fois pendant les 6 ans à attendre qu'une solution arrive. Donc on s'est donné un temps pour discuter avec les élus du territoire, au sein de la communauté d'agglomération Paris-Saclay notamment, les interpeller sur la nécessité de trouver une solution, non pas pour qu'on accueille uniquement une résidence à Adoma, mais aussi pour les convaincre de la nécessité de ce type de résidence bien encadrée, avec des accompagnements sociaux, avec un habitat digne, comme chacune et chacun peut y accéder. En plus, Adoma ne s'adresse pas que aujourd'hui qu'aux migrants ou personnes migrantes, il y a aussi des personnes qui, à un moment ou à un autre, ont des besoins d'hébergement, mais pas forcément d'urgence, plutôt dans d'abord, on manque d'hébergement pour les personnes seules, mais en plus, c'était extrêmement intéressant pour nous d'avoir ce type de structure sur le territoire. Bon, on n'a pas trouvé de ville capable de proposer quelque chose, et c'est toujours ce que je lui rappelle, c'est vrai que dans les discussions qu'on avait, il ne faut pas qu'on attende, donc il faut qu'on soit actif. Et si on n'arrive pas à avoir de solution dans un temps, on essaiera de trouver une solution nous-mêmes. Et il faut dire aussi que c'est vrai que le foyer de travailleurs migrants est aujourd'hui dépassé. Je veux dire que le foyer de travailleurs migrants avait été imaginé pour des hommes seuls qui étaient venus de manière transitoire pour ne pas rester longtemps. Donc il se trouve que c'est un schéma qui est définitivement, qu'il faut définitivement oublier en fait, parce que les immigrés, ça a envie d'avoir une famille, ça a envie de faire venir sa famille. Donc du coup, les 7 mètres carrés qui étaient imaginés pour l'immigré et juste pour le travail, c'est fini ça. Donc du coup, c'est pour ça qu'on est vraiment content du fait qu'on passe sur une autre étape en fait. Le fait de considérer l'immigré pas simplement de manière transitoire. Et comme on ne le pense pas, on se dit qu'il n'est pas simplement là pour transiter, il faut aussi imaginer un logement digne pour lui. Pour celles et ceux qui, à un moment, en ont besoin dans leur parcours de vie. Ce que je vous propose, ce que je te propose, c'est qu'on fasse venir M. Roussel, qui a été un homme particulièrement, j'ai envie de vous dire, un facilitateur pour ce projet. Cher Christophe, directeur territorial de l'Essonne Adoma,
Donc, on est content de vous avoir avec nous. Peut-être on peut se parler des premières rencontres qu'on avait eues. Je sais que le foyer Adoma des Ulysses, c'est une priorité pour vous en termes de réhabilitation, parce que c'est un projet qui date de très longtemps. Je dirais que c'est un des foyers qui est sans doute dans les moins bons états en fait, de l'Essonne, et que la nouvelle politique d'Adoma en termes d'habitat, peut-être vous pouvez nous la décliner en quelques mots pour dire que ça ne rentre pas dans les standards de ce dont vous avez hérité. Complètement, hein, vous l'avez dit tout à l'heure tous les deux, donc bonsoir. Bonsoir Monsieur le maire, monsieur le maire adjoint et toutes les personnes qui nous regardent. Ce foyer, il avait été construit pour 10 ans en fait, au départ. Et il se trouve qu'effectivement les choses ont fait que il a duré, comme bien souvent ce qui est construit pour ne pas durer au départ. Et il n'était pas prévu qu'en 2024 on ait encore ce foyer effectivement. Vous l'avez dit aussi, il y a eu beaucoup de projets et on est avec différents élus montés au créneau avec notre bâton de pèlerin pour essayer de convaincre d'aller construire. Donc tout le monde était d'accord en fait pour démolir, mais dès qu'il fallait reconstruire. Alors vous disiez c'est une obligation de l'État, mais évidemment on reconstruit aussi pour reloger les habitants du foyer actuel et donc il faut qu'on puisse les reloger dignement. Vous parliez effectivement de travailleurs migrants. En fait, ce sont des travailleurs qui ont migré parce que pour la plupart, ils sont là depuis 50 ans en réalité. D'ailleurs, on disait ça, et c'est vrai que on y reviendra juste dans quelques instants, mais dans le projet qu'on a fait, il y a aussi une négociation avec l'État pour réduire le nombre de places, parce qu'on n'était pas en capacité de reconstruire l'intégralité de l'offre aux Ulysses, et donc on a acté avec l'État une réduction de l'offre. Ça veut dire que les gens qui logent actuellement, ou en tout cas ceux qui ne sont pas tous là pour les mêmes durées, mais en tout cas ils auront tous au moment de la reconstruction entre guillemets une solution dans une résidence digne et donc un habitat digne, alors que ce soit dans une autre résidence, dans une autre ville ou dans la ville des Ulysses bien entendu, mais aussi dans les structures Adoma, je le suppose. Ouais. Donc effectivement, pour répondre à votre question, depuis un peu plus de 10 ans maintenant, Adoma a commencé par réhabiliter ce type de structure. Bien rapidement, on s'est aperçu qu'effectivement le bâti était, et c'est le cas aux Ulysses, notamment, et pas suffisamment sain pour une réhabilitation. Et donc, rapidement, on s'est engagé plutôt dans des projets plus ambitieux, pour le coup, mais plus qualitatifs aussi pour les habitants. Alors, on dit démolition, reconstruction, mais en réalité, on va en parler, on reconstruit d'abord. Et on démolit ensuite. On reloge, évidemment, et ensuite, on démolit. Ce qui apporte une complexité aussi au projet, parce que le but, c'est de garder le foyer jusqu'à ce que la construction soit terminée, pour permettre aux résidents de déménager tranquillement, et ensuite on démolira effectivement le foyer. On est d'accord. Ce qui veut dire, alors si je viens, parce que c'est vrai que c'était une des pistes qu'on avait évoquées, c'était de garder la structure et de refaire à l'intérieur. Ce que vous nous avez dit, c'est qu'effectivement le bâti était dans un trop mauvais état pour pouvoir envisager ces choses. On est bien d'accord là-dessus. Là, aujourd'hui, les principales difficultés que vous identifiez en tant que directeur territorial pour la vie des habitants du foyer et pourquoi c'était urgent d'agir, peut-être vous pouvez, vous, en tant que gestionnaire de la structure, nous en dire un petit peu plus sur les difficultés qu'on imagine bien dans 7 mètres carrés et avec des toilettes et des cuisines collectives, mais peut-être nous expliquer un peu ce que ça veut dire concrètement, y compris en termes de gestion pour vos acteurs de terrain. En fait, il y a deux problématiques essentielles. Il y a la structure et après, il y a le contexte actuel. Donc la structure, vous l'avez évoqué, enfin vivre dans 7 mètres carrés et demi, c'est évidemment compliqué. Partager des cuisines, des douches, des WC, ça n'implique pas de la mixité. Aujourd'hui, il y a quasiment que des hommes parce que, vous le savez, on a un étage qui est réservé aux femmes. Mais bon, voilà, ça permet pas en tout cas d'accueillir des femmes. Et il y a beaucoup de femmes aussi isolées qui cherchent un logement. Donc c'est l'intérêt aussi de construire d'autres logements complètement autonomes. Donc ça, c'est effectivement la structure. Cette structure, elle amène aussi des problématiques de contexte parce qu'on a des grandes cuisines. On a des douches qui sont du coup accessibles. Alors on avait tenté à un moment de mettre des serrures un peu partout, mais voilà, comme le foyer est souvent visité, donc c'est notamment une des problématiques essentielles aujourd'hui par des personnes extérieures. En fait, les personnes qui posent problème sur le foyer ne sont pas les résidents. Oui, ce sont les gens Ce sont les personnes qui s'introduisent. Donc des personnes qui s'introduisent dans le foyer, qui se trouvent abris dans le foyer, qui s'installent parfois dans les cuisines. Donc parfois, on leur demande de partir et ce sont des personnes, des pauvres gens qui sont à la rue et qui vont repartir. Et parfois, on a eu des personnes un peu plus difficiles qui causaient des troubles sur le foyer. Ça va un petit peu mieux ces derniers temps. Heureusement, mais on a vécu quand même des moments, moi ça fait 8 ans que je suis sur le département et que je m'occupe des Ulysses en particulier, on a quand même vécu des moments compliqués de ce point de vue-là. Et puis voilà, sur la vétusté du bâtiment, en fait, vous le savez, et je rends régulièrement des comptes à monsieur le maire, on continue malgré tout d'investir, c'est un peu un non-sens, mais c'est nécessaire et c'est indispensable, on continue d'investir des centaines de milliers d'euros chaque année pour continuer d'entretenir ce bâtiment. Et en fait, dès qu'on met une rustine quelque part, évidemment, on ne va pas faire une grosse réhabilitation alors qu'on va démolir dans 2 ans.
Donc on essaye de refaire des rustines, de faire en sorte que quand on a des fuites partout, d'essayer de les traiter. On travaille là, actuellement, on a un chantier qui vient de démarrer, on est en train de réduire l'espace des cuisines justement, en les fermant, on les coupe en deux pour que justement des personnes de l'extérieur puissent plus s'y installer. Donc on refait des travaux pour essayer de faire en sorte que les conditions soient acceptables jusqu'à la démolition, c'est vraiment le terme. Et voilà, en fait, une fois qu'on a traité le sujet des cuisines, on a à nouveau un problème dans les douches, et puis ensuite on a une coupure d'eau parce qu'il y a un bouchon quelque part. Ça, c'est vraiment le quotidien des équipes. On a beaucoup de personnel, on a quasiment 10 personnes en permanence d'Adoma qui travaillent sur ce foyer, qui sont là toute la semaine. Et notamment, on a une équipe de maintenance qui est à Adoma, on n'externalise pas, on a des agents techniques qui sont sur place et c'est indispensable. Et je peux vous dire qu'ils ne chôment pas et que leurs journées sont bien remplies. On est bien d'accord, c'est un gros projet. Alors, à quoi ça va ressembler demain les conditions de vie dans la nouvelle résidence? Grosso modo, en fait, qu'est-ce qu'on va avoir comme structure de logement? Et peut-être ça, c'est un élément qui est primordial en fait, pour le succès et la viabilité de la résidence. Évidemment, je pense on le sait, elle répondra aux normes d'isolation thermique et acoustique, mais il y aura aussi pour le logement peut-être des nouvelles, enfin quelque chose de nouveau. Donc peut-être vous pouvez nous en dire plus. En fait, on va simplement avoir des vrais logements. Voilà. Donc, vous l'avez dit, monsieur le maire, on a plutôt vocation à accueillir des personnes seules. Voire parfois en début de parcours résidentiel, des ménages de 2 ou 3 personnes. On peut avoir, on a souvent aussi des mamans avec un enfant. Voilà. Et donc on ne construit que des petits logements, mais pour le coup ce sera des logements 100% autonomes, c'est-à-dire qu'il y aura une kitchenette, une cuisine, un coin cuisine, avec une salle de bain et un WC dans le logement. Il n'y aura plus de partie collective. Et douche également dans le logement. Oui, bien sûr. Et pour se rendre compte, ça ressemble complètement à un logement étudiant. Voilà. Une taille qui dépasse les 20 mètres carrés, si je ne dis pas de bêtises, pour certains. Oui, les plus petits feront 19 mètres carrés, donc c'est le logement qui seront destinés à une personne. Et ensuite, je disais tout à l'heure, pour les familles monoparentales, on va monter à 30-32 mètres carrés. Avec du coup, 32 mètres carrés, ça veut dire aussi avec un espace chambre un petit peu séparé pour notamment l'enfant ou le parent qui vit dans le bâti. C'est exactement ça. Ok. Ça, donc du coup, ça veut dire que ce sera une résidence qui n'aura plus de partie commune. Ce sera comme n'importe quelle des résidences dans lesquelles on vit aux Ulysses, c'est-à-dire une entrée, mais aussi un accompagnement, parce qu'Adoma, c'est aussi une résidence, enfin, c'est aussi un bailleur qui a une vocation aussi d'accompagnement, parce que ça peut être des gens qui vont avoir certaines fragilités, ça peut être tout simplement un parcours de vie un peu abîmé, mais ça peut être aussi des besoins d'accompagnement administratif. Peut-être là-dessus, nous en dire quelques mots. Alors oui, effectivement, alors, on a travaillé déjà ensemble d'ailleurs, sur ce qu'on appelle un projet social. Donc avant de parler d'architecture, en fait, on regarde quelles sont les personnes qu'on accueillera demain sur la résidence. Alors évidemment, ce sera une grande majorité des anciens résidents, mais pas que. L'idée, c'est aussi qu'il y ait de nouvelles personnes. On parlait de familles monoparentales, mais il n'y en a pas aujourd'hui sur le foyer, évidemment. Ouais. En tout cas, c'est souhaitable qu'il n'y en ait pas, et on fait en sorte qu'il n'y en ait pas, parce que les conditions ne sont pas favorables à accueillir des enfants. Demain, on aura quelques familles monoparentales. Donc, pour le moment, on a travaillé ensemble sur l'idée de maintenir le niveau d'accompagnement qui existe aujourd'hui sur le foyer. Donc, notamment, on a des permanences d'écrivains publics, on a des permanences de psychologues sur le foyer. On a régulièrement des actions, d'ailleurs en lien avec la Maison pour tous et avec tous les services municipaux. On mène énormément d'actions, mais on a énormément d'actions sur les thématiques de la santé, notamment. On a beaucoup de résidents âgés. On a parfois des gens qui arrivent chez nous, qui ne sont pas forcément âgés, mais qui ont eu un problème de parcours lié à un problème de santé. Donc on travaille beaucoup avec des associations sur des dépistages et de l'accompagnement. Et sur la question du projet social, je pense qu'on sera quand même plus exigeant que sur sur ce sur quoi on est aujourd'hui. Parce que vous l'avez dit, on a beaucoup travaillé sur cette question, et pour nous, aux Ulysses, c'est important que la question de l'accompagnement social dans une résidence sociale soit faite de manière rigoureuse, parce que l'idée, c'est qu'il ne reste pas longtemps aussi. On a effectivement des personnes âgées qui vont rester, mais ceux qui doivent venir maintenant dans la résidence sociale ne doivent être là que de manière temporaire. C'est ça. Alors, et leur temporalité dépend du travail social qui va être fait derrière. Et puis le maire et tous les élus ont été très exigeants sur cette question. Il faut... On commence à se connaître maintenant. Évidemment. Je le précise parce que c'est important, il ne faut pas que s'inquiètent les résidents du foyer. Les résidents du foyer qui seront relogés,
seront logés définitivement sur le foyer, enfin sauf s'ils décident de partir, mais en tout cas, ils ne sont pas enchaînés, mais ils savent qu'ils n'ont pas de bail précaire. Voilà. Je le précise, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, tous les logements sont meublés, donc intégralement meublés. Il y a même le matelas, les draps, le buffet, etc. Pour mettre la télé. Voilà, tous les logements sont meublés, ce qui fait que ça permet de répondre aussi à des situations parfois d'urgence. On est d'accord. Des personnes qui sont à la rue, des personnes qui se séparent, ça peut arriver aussi. Un jeune actif qui quitte la famille et qui veut un premier logement pas très cher avec tous les mobiliers intégrés dedans, voilà, c'est la vocation des logements Adoma. Donc effectivement... sur le projet social. Oui, sur le projet social, attendu, oui, on est attendu. Après, on fait déjà beaucoup le travail sur le foyer. Maintenant, on va peut-être travailler davantage sur d'autres sujets, par exemple l'insertion professionnelle. Parce qu'effectivement, on va avoir mécaniquement, et on le sait, parce qu'il y a beaucoup de demandeurs, on va avoir beaucoup plus de jeunes en insertion professionnelle avec des jobs précaires, etc. Et donc, on va les aider aussi à s'insérer, à trouver du travail, un travail pérenne. Et ensuite, on appelle ça le parcours résidentiel. Le but, c'est de leur trouver rapidement un autre logement ailleurs pour libérer une place. Mais on est bien d'accord, de toute façon, que la résidence deviendra non plus un foyer, mais une résidence comme n'importe quelle autre. Elle répondra aussi à un besoin en région parisienne de petits logements. C'est vrai qu'aux Ulysses, par exemple, un jeune majeur qui débute, c'est aussi pour la raison pour laquelle on va pousser une résidence intergénérationnelle un peu plus loin dans la ville. L'idée, c'est aussi d'avoir des espaces, on va dire, pour débuter un parcours résidentiel, alors que ce soit parce qu'on quitte le foyer familial ou parce qu'on est dans une période de séparation, de fragilité ou autre. Mais c'est-à-dire que ce sera aussi accessible à des profils qui ne sont pas forcément ceux qu'on a en tête quand on pensait au foyer Sonacotra, qui lui avait une destination, comme on le disait tout à l'heure, de migrants. Donc ce sera une résidence beaucoup plus ouverte que ce qu'elle est aujourd'hui. Oui, moins déstigmatisante aussi. Parce que c'est un peu ça. Je pense que les foyers de travailleurs migrants ont à la fois fait leur époque et en même temps pendant longtemps ont été stigmatisés. Le truc, c'est qu'il faut qu'on arrête de faire ce qu'on fait en matière de travailleurs migrants et puis diversifier le public, diversifier l'accompagnement et puis derrière faire de sorte... Et il faut qu'on parle aussi des prix, n'est-ce pas ? Parce que c'est important, parce qu'aujourd'hui, le foyer de travailleurs migrants, c'est là où le mètre carré est le plus cher. Hein. En fait, pour 7 mètres carrés, c'est 300 €. Je ne sais pas si à Paris, c'est vrai, c'est un des plus chers. En tout cas, c'est le plus cher de la ville. C'est le plus cher de la ville, c'est sûr. Donc, du coup, non. Je vais répondre. Non. Alors évidemment, il n'y a pas que la chambre, il y a aussi effectivement mais il n'y a pas que ça, mais c'est important. Enfin, c'est important aussi, c'est que chez Adoma, ce ne sont pas des loyers. Ça s'appelle des redevances. Et en fait, dans la redevance, vous avez toutes les charges. Donc, quelqu'un qui habite chez Adoma, que ce soit sur le foyer aujourd'hui ou sur la résidence demain, dans son loyer, enfin dans sa redevance, comme je viens de dire, il a l'électricité, il a le chauffage, il a pas de charge particulière d'entretien de la résidence comme un locataire. Et on sait que dans le contexte d'aujourd'hui, où notamment les coûts ont augmenté, que les prix du gaz, que les charges locatives ont explosé, les redevances, elles restent toujours au même niveau chez Adoma. Donc ça protège quand même les habitants. Il y a un rôle d'accompagnement, vous savez, sur la fragilité qui est bien. La structure, est-ce que vous pouvez nous dire 2 mots ? Donc en fait, on est d'accord, on reconstruit à côté, en fait, c'est-à-dire qu'on va démolir le parking et venir coller le bâtiment, ce qui va être une prouesse d'ailleurs technique. Bravo aux architectes qui ont trouvé une solution. Et on va avoir un bâtiment plus petit, si je ne dis pas de bêtises, que celui qui est actuellement, qui sera juste derrière celui actuel. Donc effectivement, on va aller voir ensemble les riverains immédiats pour voir un petit peu quel impact. Ce qui est sûr, c'est que je pense que toutes et tous, même si on est attaché à l'urbanisme des Ulysses, on sait que ce bâtiment, il présente quand même quelques particularités, notamment en termes d'entretien, d'esthétisme. Donc c'est vrai que ça va avoir un changement, parce qu'on va avoir un beau bâtiment qui longera l'avenue de Saint-Onge, mais la prouesse technique, c'est beaucoup vous reconstruire. Alors comment ça commence ? Quel est le phasage que vous avez en tête ? Alors, effectivement, vous l'avez dit, la première partie, ça va être la démolition, donc ça ne touchera pas directement le foyer, ça va être la démolition de la dalle et du parking. C'est à cet endroit-là qui est derrière, effectivement, alors si on passe devant, on ne le voit pas, mais c'est derrière le parking, et quand vous êtes en face, sur la droite derrière le foyer, et sur la droite du foyer, quand vous arrivez, il y a une poche de parking aussi de stationnement qui aujourd'hui est fermée, qui va être démolie. Donc ça, ce sera à l'automne. Donc c'est vraiment cette année que ça commence pour de vrai. Voilà, je sais que les résidents, monsieur Anne qui est là-bas, qui va venir prendre le micro tout à l'heure. Il faut expliquer, parce qu'il y a des gens qui ne connaissent que la saison sèche, la saison des pluies. Voilà, bon, on va dire octobre-novembre. Voilà, octobre-novembre pour être plus précis. Voilà, octobre. Là, il n'y a plus vraiment de saison parce que là, en termes de pluie, voilà. Vous me direz si vous avez vu du soleil en ce moment. Moi, j'en ai pas vu.
Donc effectivement, la première partie de chantier, ça va être la démolition de cette dalle. Directement dans la foulée, effectivement, le bâtiment va se construire autour. Alors, on a choisi l'architecte et l'entreprise ensemble. Oui. C'est important de le dire. C'est vrai que c'est important de le dire. On a regardé un certain nombre de choses et notamment, on a choisi le projet qui répondait le mieux à la période transitoire pour que les résidents puissent continuer à vivre correctement, mais aussi par rapport au bâtiment des Bosquets des Fraisiers qui sont juste à côté du foyer Adoma, pour qu'on puisse réduire, qu'il n'y ait pas non plus de vis-à-vis plus important qu'aujourd'hui. Et donc on a un architecte qui nous a construit un bâtiment qui vient se glisser un peu dans cette poche. C'est un peu du Lego, quoi. Ouais. On a collé les deux bâtiments. Tout à fait. Ouais. Et voilà, on a fait en sorte que dès que ça s'approchait un peu plus c'est l'architecte, on va dire qu'on a fait en sorte, c'est l'architecte qui a fait en sorte que dès qu'on s'approchait un tout petit peu du bâtiment d'à côté, il descend d'un étage pour que le bâtiment soit moins haut. Ouais. Voilà, c'est vraiment ce qui nous a séduit aussi dans ce projet-là. Il est très qualitatif, et là, c'était d'abord les résidents, évidemment, mais on a tenu compte aussi de ça. Donc, on construit ce bâtiment. Ce bâtiment, il va être livré, alors c'est encore trop tôt pour dire un mois précis, mais il sera livré en 2026, effectivement. Ce bâtiment, il va compter 200 logements. Donc vous l'aviez déjà dit, je pense, 200 logements, dont une grande partie seront ce qu'on appelle des studios, des T1, qui sont destinés aux résidents. Donc il y en a 150 sur 200 qui sont destinés directement aux résidents. D'accord. Et donc à partir de là, 2026, les résidents vous déménagez. En général, ça va très vite parce qu'ils n'attendent que ça. On est en train, je disais tout à l'heure, sur d'autres communes, on est en train déjà, parce qu'évidemment, ce n'est pas le seul foyer d'Adoma, et sur le territoire, ce n'est pas le seul. Et on parlait dessus de Sainte-Geneviève-des-Bois, donc les travaux commencent à... on arrive à l'achèvement. Les résidents déménagent la semaine prochaine. Et là, c'est le meilleur moment pour les équipes d'Adoma. C'est, ça fait des années qu'on vous parle, qu'on va construire pour vous, qu'on va vous reloger dans de meilleures conditions. Et là, on voit le résident qui découvre son nouveau logement, tout neuf, avec tout le confort. Et c'est vraiment l'aboutissement d'un grand travail. C'est à saluer la réactivité dont vos équipes ont fait preuve, parce que c'est vrai qu'on a toujours... des rapports très francs et très directs municipalité et Adoma. On a trouvé quand même résonance quand on a proposé une solution différente et vous avez été capable assez vite de nous proposer une solution technique qui, je le crois, correspond à ce qu'on pouvait attendre de mieux vu la situation. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on devait reconstruire, pas l'intégralité de l'offre, parce que tout le monde aura compris que ça veut dire aussi qu'il y a des locataires actuels qui seront logés sans doute dans d'autres résidences, d'autres villes ou aux Ulysses dans d'autres résidences, mais effectivement d'avoir quelque chose qui est quand même assez conséquent, 200 logements, vous avez su assez vite et je vous remercie de répondre là-dessus. Et puis je pense aussi que c'est important de dire que derrière les coulisses, c'est important, je veux dire qu'on a fait quand même beaucoup de compromis sur ce foyer. Avant, je veux dire, les municipalités précédentes avaient à un moment proposé 60 logements, d'autres en avaient proposé 80, d'autres. Donc du coup, et là on est sur du 200. Et on est arrivé à ces 200 aussi avec beaucoup à la fois de compromis et puis d'intelligence collective. Je pense qu'à un moment, c'est tout le monde qui a œuvré dans le bon sens. Alors, on a topé avec l'État qui nous réclamait la reconstruction des 320. Et nous, on est arrivé avec une proposition à peu près à 150 et on a topé à... Dans l'intérêt toujours. Et comme vous dites, c'est pas derrière, il y a des gens qui vivent derrière et c'est pas non plus juste des chiffres et aussi ça. Et bien justement, comment, avant de vous remercier, peut-être de passer la parole à notre deuxième invité, comment vous avez prévu d'impliquer les résidents actuels dans le projet, pour avoir fait des visites de résidence et y être allé souvent, et puis avoir constaté aussi que vous aviez permis la construction, il y a eu un nouveau comité de locataires qui a été rebâti et pour lequel vous avez été assez moteur, vous en avez même besoin. Comment vous allez impliquer les habitants actuels du foyer dans le projet? Donc, comment ils sont déjà impliqués d'ailleurs? Alors, c'est vrai que les sujets du moment, vu les difficultés qu'on a évoquées sur le foyer, tournent surtout autour des problématiques du quotidien du foyer. Maintenant, on est vraiment en amont. Je pense que c'est la première annonce officielle de ce qui va se passer. C'est vrai. Je pense que vous diffuserez quelques images qui n'ont pas du tout été diffusées jusqu'à maintenant. De toute façon, on mettra à quoi ça ressemblera, effectivement, bien entendu. Ouais. Donc, la première étape, surtout, et on a parlé donc de début juillet pour commencer effectivement, maintenant que les choses sont calées, que les calendriers commencent à se préciser. Donc déjà, on va aller rencontrer les résidents. Alors c'est vrai que le comité, en général, a la primeur des informations, donc on fait toujours en sorte que le comité d'abord les informations. Par contre, les visuels n'ont pas encore été. On leur a expliqué un peu ce que je vous expliquais à l'instant. Les visuels n'ont pas encore été communiqués, donc on est vraiment très en amont.
Et aujourd'hui, on est à comment régler les problèmes de douche, etc. Effectivement. Mais voilà, donc il y aura une première réunion d'information et de présentation du projet qui doit avoir lieu début novembre. Et puis de là, on va échanger, on va discuter. On a une équipe aussi d'architectes et d'entreprises. Ils ont été choisis ensemble. C'était une volonté aussi de la municipalité et d'Adoma de choisir un binôme. Ils vont être très à l'écoute, vont venir aussi sur le foyer pour écouter les résidents. Donc on rencontrera l'architecte avec les résidents pour pouvoir travailler sur voilà, comment seront aménagés les espaces. On a dit tout à l'heure qu'il n'y avait plus de parties communes, mais en fait, il y a encore des parties collectives quand même. Bien sûr. C'est dans l'essence d'Adoma. Donc, il y aura une grande salle polyvalente. Il faudra voir ce qu'on y fait dans cette salle polyvalente, comment on l'anime. Elle sera à la disposition des résidents, évidemment, alors, avec tous les éléments de sécurité, évidemment, pour pas qu'elle puisse être utilisée à d'autres fins. On a une laverie. Sur la résidence, on a les bureaux des responsables de résidence, un bureau social pour assurer les permanences, les différentes permanences dont je vous parlais tout à l'heure. Donc il reste des espaces collectifs, mais ce ne seront plus des douches. Oui, il y a une vie de résidence, comme vous nous l'avez décrite, c'est-à-dire quelque chose qui vit, qui permet aux gens de s'approprier les lieux et de construire leur histoire. Donc là, il y a tout à construire, en fait. Voilà, donc on va travailler surtout avec les résidents sur comment on va mettre en place ça. Quoi. Et puis, je crois, est-ce que je peux ? En fait, je crois aussi qu'il est important que les gens sachent que dans cette nouvelle résidence sociale, il y aura un impact aussi sur le logement, sur la ville, parce qu'il y aura un contingent de la municipalité. Donc du coup, ça sera aussi un lieu où des personnes qui cherchent des logements sur la ville peuvent être orientées. Ça ne sera plus... Tout à fait. Donc du coup, c'est important de se le dire aussi. Parce on l'a dit, ce sera beaucoup plus ouvert à des personnes qu'on sait tous aujourd'hui en difficulté pour trouver un logement. Donc un étudiant illucien qui a... Bien sûr. Ou pas d'ailleurs. Étudiant. Oui, étudiant ou pas, ou un travailleur. Ou étudiant illucien ou pas, ça veut dire. Mais en tout cas, les illusiens pourront... Et parfois, on a des seniors, enfin c'est de plus en plus, on a des seniors qui perdent leur emploi pas loin de l'âge de la retraite et qui ont besoin de trouver une situation de stabilité parce qu'ils sont peut-être propriétaires ou locataires avec un loyer trop cher, et ils peuvent passer quelques mois. Enfin, c'est vraiment demain, ce sera, sauf pour les résidents qui seront relogés, mais pour les autres qui vont arriver, ce sera une résidence tremplin. Voilà, les gens arrivent, et certains partent au bout de 2 mois, certains partent au bout de 2 ans, on s'adapte. Voilà. Un truc qui me tient à cœur, puis après je vous propose peut-être de laisser parler, parce qu'on parlait des résidents, le représentant des résidents qui est avec nous ce soir, Monsieur Anne, mais juste avant... peut-être un petit mot sur des résidents un peu particuliers, ceux qui sont là depuis très longtemps, qu'on appelle les Shibani, donc des gens qui sont venus ici pour travailler, il y a 40 ans qui se sont installés, voire plus, et qui vivent leur retraite en fait dans ce foyer. Et du coup, on a tous à cœur, effectivement, enfin on a tous en tête des vieilles personnes, des vieux monsieur, qui vivent là depuis très longtemps. Certains ont leur portrait, je crois, ici, et l'idée c'est un public qui va être particulièrement heureux de pouvoir trouver des conditions de vie dignes, mais évidemment, c'est les gens qui seront, j'ai envie de dire prioritaires, mais en tout cas qui seront relogés aux Ulysses s'ils le souhaitent, bien entendu. Alors oui, de toute façon, le critère la priorité pour le relogement, c'est l'âge et l'ancienneté sur le foyer. C'est une évidence, ça ne fait pas débat, c'est complètement objectif. Donc ce seront les plus anciens qui seront prioritaires pour être relogés. On aura une grande capacité, on l'a dit tout à l'heure, pour reloger, mais évidemment par rapport à quelqu'un, parce que je le dis souvent, malgré l'état du foyer, il y a tellement de demandes de logement aujourd'hui qu'à chaque fois qu'un logement se libère, on a 15 candidatures en face de personnes qui attendent un logement. Donc on n'a aucune difficulté, malgré l'état du foyer, à louer. Ça peut paraître surprenant, mais c'est le cas. Et donc effectivement, quelqu'un qui est arrivé l'année dernière ne sera pas prioritaire par rapport à quelqu'un qui est là depuis 40 ans, bien évidemment. Et il y aura quand même une attention d'Adoma, et on a cette expérience aussi, parce que c'est loin d'être le premier foyer qu'on va pouvoir transformer, enfin reconstruire. Il y aura une attention parce que ce sont des personnes qui n'ont pas l'habitude de vivre seules dans un logement, dans un studio avec ça change une complètement, cuisine, une douche à WC. Donc ce sera aussi le rôle des équipes d'Adoma d'être très vigilants vis-à-vis de ces personnes-là, parce qu'il ne faut pas voilà, on va leur donner un beau logement, puis on ne va pas refermer la porte et puis leur dire voilà, vivez votre vie. Oui, c'est ça. L'idée, c'est aussi de garder l'état d'esprit de base, qui est quand même la vie en collectivité. Tout à fait. Oui, et puis il faut noter aussi que non seulement ils seront prioritaires, mais ce sont des gens aussi pour qui le critère de la temporalité ne sera pas appliqué. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, complètement. Donc ils vont rester autant qu'ils veulent. Bien sûr, évidemment. Et on en est bien content. Monsieur Roussel, merci beaucoup. Merci pour le travail que vous avez effectué. Merci de vous être prêté au jeu et d'avoir mis une belle cravate pour l'occasion. Je vous charrie toujours sur vos cravates. Puis je vous propose de faire venir. Merci. Et alors, on va présenter les 2 personnes qui vont venir nous rejoindre. Vous avez à la fois Monsieur Anne, dont le portrait se trouve derrière nous, Monsieur Demba Anne, qui est le représentant du comité des résidents du foyer actuel. Monsieur Anne, bonsoir.
Bonsoir. Voilà, et mettez bien le micro comme ça. Ouais. Bonsoir. Et bonsoir. Madame Parère, que nous connaissons. Alors, je vais expliquer pourquoi, parce que il y a évidemment une mobilisation des résidents, du bailleur, de la municipalité, mais il y a aussi, comme on est aux Ulysses, il y a toujours aussi beaucoup de gens, des militants associatifs qui, pendant de nombreuses années, ont accompagné les publics qui arrivaient dans, il y a comme une amicale de locataires, mais là, on a ensuite eu un regard très particulier sur cette résidence, puisque il a fallu aider des gens qui, des fois, dans une situation de fragilité, qui parlaient pas forcément français, qui avaient besoin d'aide pour les démarches administratives. Alors, je pense à l'époque où elle avait une vocation plutôt d'accueil des personnes migrantes. Et c'est vrai qu'il y a une association présente sur la ville depuis quasiment le même âge que 67. Depuis 67, donc même avant. Voilà, donc depuis la première tour quasiment qui est arrivée aux Ulysses, une association qui a accompagné particulièrement cette question et qui a été fortement mobilisée, je le dirais même, qui a été moteur dans la recherche de solutions, c'est l'association l'ASTI, Association de solidarité avec toutes et tous immigrés. Historiquement, c'était association de solidarité avec les travailleurs immigrés. D'ailleurs, ça porte un peu comme le Sonacotra. C'était un peu le principe d'accompagnement des travailleurs, des migrants qui venaient pour le travail en France. Et c'est Nicole Parère ce soir qui représente, Nicole, une toute jeune militante de l'ASTI, qui vient ce soir nous dire 2-3 mots sur ce que ça représente pour l'ASTI, ce que ça représente pour la ville, puis pour toi, chère Nicole. Mais peut-être on va commencer par Demba, parce que l'idée c'est aussi ça. Demba, ça fait combien de temps au foyer ? Depuis 86. Depuis 86 au foyer. Ouais. Donc on a vu le bâtiment au début, en 86, ça faisait déjà 10 ans qu'il avait, et c'était déjà les mêmes conditions de vie. Il y avait des choses qui ont changé ou. En fait, avant tout d'abord, je dis bonjour à tout le monde. Après, je vous remercie beaucoup pour les. Et deuxièmement, j'ai habité depuis 86, mais entre 86 pendant 10 ans ou 15 ans, le foyer, il était très bien. D'accord. Très, 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 très bien. Vraiment. Mais, et après ça, le foyer, il était venu autre chose. Donc, on a déjà déclaré, on a fait tout, mais aller voir les directeurs et tout ça, on réclame. Et après, ils nous avaient proposé, il faut qu'on trouve une solution. Solution, ça veut dire qu'il faut qu'on fasse une élection, un délégué dans le foyer. Et après, on a trouvé les solutions, mais toujours, il n'y a rien qui passe. Et puis, pour aujourd'hui, où le foyer à demain il y a beaucoup de dégâts à faire. C'est quoi, par exemple, aujourd'hui, les principales préoccupations des habitantes et des habitants du foyer? C'est-à-dire qu'on sait que c'est des conditions de vie, on est dans des petits logements, et les salles de bain communes, etc. Mais peut-être nous raconter un peu comment vous voyez, comment vous vivez les choses actuellement. Là, la façon qu'on vit, c'est comme des moutons. La vérité, c'est comme les moutons. Et puis, chaque année, il y a une augmentation pour payer des loyers. Et puis, nous, les locataires d'Adama, on ne vit pas comme les autres. On peut s'habiller, sortir, aller faire des courses, mais il n'y a pas une vie dedans. Parce qu'il n'y a pas de toilettes, il n'y a pas de douche, il n'y a pas de cuisine. Parce que c'est vrai que le fait que ce soit en collectif, c'est pas forcément toujours en bon état, que ça peut être abîmé par. Voilà, très bien. En 86, pendant jusqu'à 10 ans ou 15 ans, les foyers, il y en avait tout ce qu'il faut, il était. Et puis, on vivait comme tout le monde, il n'y a pas de problème. Mais c'est après qu'on ne vit pas. On a réclamé, on a fait tout, mais il n'y a rien qui aboutit. Bon, donc, pour moi, mon calcul, j'allais voir les directeurs, on a discuté. Alors, pour les réparations d'Adama, pour qu'ils viennent comme avant, ce n'est pas possible. Parce qu'il y a trop de millions d'euros. Donc, la meilleure solution... Là, il y en a aussi des millions d'euros. Hein. Voilà. Alors, on a demandé, il faut qu'il fasse comme Massipalizo. Oui, vous connaissez la résidence, oui. Parce que ça, si on le fait, moi, si j'habite dedans, mon tonton, s'il voulait venir me voir, il faut qu'il m'appelle au téléphone. Mais sinon, il ne rentre pas. Voilà. C'est tout ce qu'on a besoin. On nous considère comme tout le monde. Oui. C'est de pouvoir accéder à un habitat digne. Voilà. Vous attendez quoi là par exemple, depuis que le foyer, vous savez que le projet en tout cas va être refait, c'est quoi les attentes et les espoirs que vous pouvez formuler? Les attentes, comme tout à l'heure, c'est que vous venez de dire là, problème de conscription.
on voulait bien ça. Donc, comme on a entendu depuis 86 jusqu'à maintenant, on nous parle mois d'octobre ou mois de décembre, ou comme ça, c'est plus facile à attendre. Oui, c'est ça. Voilà. C'est que quelques mois alors que on attend depuis 86. Justement. Donc, pour moi, je suis 86, mais il y en a qui sont ici avant. Mais pour moi, alors je m'arrête là. Donc, tout ce qu'on a besoin, les gens, ils nous considèrent. Voilà. Et puis, je vous remercie beaucoup. Merci, monsieur Anne. C'est nous qui vous remercions. Pour ce que vous avez organisé, vraiment, c'est une bonne, comment on dit en français, c'est une bonne incitatif. C'est très bien. Bon. Voilà. Ma part, vraiment, je suis très content. Je suis très, très, très content. Vous allez rester, vous, dans la résidence? Vous avez envie de vivre dans la nouvelle résidence une fois qu'elle sera construite? Parce que là, c'est mon adresse. J'aime bien le tenir jusqu'à les derniers jours. C'est chez vous? Voilà. Donc, si je vis ou je ne vis pas, j'aime bien garder mon adresse. Je comprends. Voilà. Et puis, en plus, encore, parce qu'avant, ça m'a rappelé, on demande même des logements. Mais en tant que tu habites foyer à demain, Ça ne marchait pas forcément. D'accord. Tu ne l'auras pas. Donc, alors, à ce moment, je vois les gens qui demandent des logements, ils sont. Je vis. Moi-même, je vis. Mais ça aussi, c'est une bonne chose. Ça veut dire qu'ils commencent à nous considérer. Oui, mais quand même, ça reste ceux qui sont restés là-bas. Ceux qui sont restés là-bas, ça reste. Voilà. Et tout ce que je peux dire, c'est ça. Et puis, je vous remercie. Je vous remercie, monsieur. Voilà. Merci, monsieur Anne, vraiment. Merci beaucoup. Mais vous pouvez rester avec nous. Peut-être, chère Nicole, toi qui est bavarde comme moi. Non, pas du tout. Bon, je pense, toi et moi, c'est vrai que c'est quelque chose qui nous a toujours tenu à cœur, la réhabilitation de cette structure. Donc, peut-être nous rappeler un peu qu'est-ce que le rôle que l'ASTI a joué pendant toutes ces années, et que joue encore d'ailleurs. Oui. D'abord, je voudrais dire que le foyer à Doma, Sonacotra, il existait avant 1974, hein, puisque moi-même, j'ai mis les pieds en 1974, parce qu'il y avait déjà une grève des foyers Sonacotra dans toute la France, et y compris au foyer des Ulysses. Exactement. Et donc les gens n'étaient quand même pas tout à fait aussi heureux qu'a l'air de dire monsieur Anne. Et notre problème, justement, on y est rentré parce qu'on voulait les aider à constituer un comité de résidents. Déjà à l'époque. Pour qu'ils soient porte-parole des revendications des gens, parce qu'ils sont tellement différents. Il y a de toutes les nationalités dans ce foyer, etc. Donc c'était très difficile de faire prendre la sauce. Hein. C'était une grève des loyers. C'était une grève des loyers, exactement. En 1974, c'était déjà le cas. Grève des loyers. Et elle avait eu lieu. Oui, elle avait eu lieu. Oui. Voilà. Et donc, on a essayé d'intervenir au niveau du foyer pour aider les résidents qui le souhaitaient à faire des comités de résidents, mais c'était très difficile. On a essayé aussi de faire des animations pour des journées portes ouvertes, pour que les gens de l'extérieur viennent au foyer, pour que ce ne soit pas le monde à part du foyer de Sonacotra. Et puis donc, nous, on fait des permanences juridiques, on fait de l'alphabétisation. On a essayé de faire de l'alphabétisation au foyer, c'était extrêmement compliqué. Il fallait trouver une salle qui soit disponible. Enfin bref, on n'a jamais pu. Mais les gens du foyer viennent beaucoup suivre les cours d'alphabétisation. Qui ont lieu d'ailleurs ici. Voilà, qui ont lieu ici. Et puis l'association, c'est elle qui a le plus de créneaux. Ah, il faut que tu prennes un micro. Ouais. C'est l'ASTI qui a le plus de créneaux à la MPT. D'ailleurs, c'est ça. D'ailleurs, on veut les diminuer. Là. Parce qu'entre l'alphabétisation, la permanence juridique et la permanence d'allo, eh bien, oui, ça fait... Mais non, je vous en prie, allez-y, c'est pour que M. Soulet, pour qu'il puisse, qu'on me fait signe qu'on ne t'entend pas si tu ne parles pas dans le micro. Oui, d'ailleurs, je vais reprendre ce que vous disiez, c'est-à-dire que l'ASTI, on fait une permanence d'allo, droit au logement opposable, et qu'on avait depuis 2011... Oui, en fait, ça a été créé en 2010. Voilà. La permanence, oui. Parce qu'il y a beaucoup de gens du foyer qui n'en pouvaient plus d'être au foyer et qui voulaient trouver un logement. Ouais. Et bien sûr, donc, comme vous l'avez dit, c'était impossible, quand on habitait au foyer, Sonacotra ou à Doma, de trouver un logement sur les Ulysses. Et il y en avait même, c'était la double peine. Oui. Moi, l'autre jour, il y a 15 jours, j'ai rencontré au jardin familial un monsieur. Son cas, c'était
il habitait au foyer Sonacotra, donc il n'avait pas le droit de logement, et il était employé de la mairie des Ulysses. Donc le 1% patronal, il ne pouvait pas l'avoir puisque... Parce qu'il était en plus... Voilà. tout Donc à fait. c'est bien ce que je dis. Donc la situation des gens du foyer, c'était invraisemblable. Et sur cette question, effectivement, lorsqu'on y a travaillé vers les années 2007, je crois, il y avait effectivement une discrimination sur toutes les personnes qui habitaient ce foyer. Ah oui. Ils étaient discriminés de fait. Ils ne pouvaient pas déposer une demande de logement ici parce qu'on considérait que quand vous habitez le foyer, c'était 320 personnes et 320 personnes pour avoir 320 logements sur la ville, ce n'était pas imaginable pour les gens. Donc comme ce n'était pas imaginable, on leur donnait simplement pas... D'autant plus que chaque fois qu'il y en avait un qui sortait, il y avait quelqu'un qui le remplaçait. Oui, de fait. Ouais, donc, c'est pour ça que M. Roussel tout à l'heure, c'est que quoi qu'il arrive, même avec les conditions actuelles, M. Anne doit le savoir, il y a des gens qui arrivent, des nouveaux arrivants, donc effectivement. Et l'ASTI, le rôle de l'ASTI concrètement, donc, ça a été d'essayer de structurer les choses, d'accompagner, de proposer de l'alphabétisation, mais très vite aussi d'interpeller les pouvoirs publics sur cette question-là. Absolument. Donc on interpellait d'une part les municipalités au moment des élections en leur disant mais enfin qu'est-ce que vous allez faire. Voilà. Si c'était nécessaire, on essayait aussi de faire appel aux journaux pour que ça fasse un peu plus de bruit, pour que voilà, et puis même d'organiser des visites. On en a organisé pendant le Covid justement, parce que là la situation était catastrophique concernant les conditions sanitaires, dans la mesure où il y avait une cuisine qui fonctionnait pour 36 personnes alors que chacun devait rester isolé, et que la plupart des gens en plus n'avaient pas bien compris qu'il fallait mettre un masque, et pour nous parler, ils les enlevaient systématiquement. Ça, c'était pas qu'au foyer. Hein, non, je pense qu'aux Ulysses, on avait... Enfin, voilà. Donc, Et puis sur ces questions aussi, j'aimerais rappeler que grâce à notre interpellation, je pense que Maud Olivier, lorsqu'elle était députée, a porté la question à l'Assemblée nationale. C'était la première fois, je crois, qu'on parlait du foyer à demain à l'Assemblée nationale. On en a parlé aussi, de toute façon, on a parlé plusieurs reprises. Je crois qu'au Sénat aussi, la question a été posée. Il y a eu plusieurs parlementaires, mais oui, je me souviens à l'époque. Et d'ailleurs, elle avait réussi à faire reconnaître que c'était un logement indécent. Oui, tout à fait. Sauf que maintenant, par exemple, au niveau de la permanence d'ALLO, droit au logement opposable, c'est pas considéré comme un logement indigne. Voilà, ce n'est plus indigne, ce n'est plus insalubre, et ce n'est plus trop petit. Ce qui est quand même assez étonnant qu'on considérait, parce que effectivement, c'est la magie de la prise en compte des parties communes. Mais on est bien d'accord qu'on voit cet avenir, alors, je vois Yannick Lepoul, qui est notre adjointe au maire en charge de la politique de la ville, que je salue, qui est particulièrement avec Soulé. C'est des élus très mobilisés sur cette question et qui, depuis de nombreuses années, partagent avec nous cette volonté de trouver une solution. C'est une liste qui est plutôt intéressant, c'est voilà, de construire d'abord pour que les gens puissent intégrer, démolir ensuite. C'est une vraie avancée pour la ville, c'est une vraie avancée pour les gens qui vivent ici. Comment on voit l'avenir du côté de l'ASTI sur cette résidence et sur la suite? Ben, ils seront des gens comme tout le monde. Et on est d'accord. Enfin. Mais, pardon. Mais il y a une seule chose, nous, comme vous venez de dire, on est comme tout le monde. Nous aussi, c'est qu'on passe. C'est ça. Mais la vérité, on n'est pas comme tout le monde, parce qu'on habite au foyer. Les mots des foyers, toujours, la commune, ils ne les respectaient pas. Même si tu gagnes... C'est pas comme la résidence. Même si tu gagnes 6 000 €. Hein. Oui. Mais c'est ça, c'est qu'à partir du moment où on vit dans ce qu'on appelle un foyer, il y a tout de suite une image négative de... Voilà, très bien. Parce que moi, ça m'a rappelé, je faisais la demande de logement, mais pourquoi je n'ai pas vu? J'avais 1% patronat, j'ai un bon salaire, et en fait, j'ai vécu pendant 25 ans dans mon entreprise. Vous avez travaillé où, M. Anne? Je travaillais à la CITA, au Somme. Oui, tout à fait, à l'époque. Et après, la CITA est partie, l'autre il est venu, Onyx, et après, ça changeait toujours. Mais j'ai arrêté le boulot de 2014. J'ai arrêté à cause de mon insanité. Voilà. Alors donc, et depuis, quand je fais la demande de logement, on m'avait proposé, oui, on va vous le donner, mais quand même, parce que toutes les candidatures, il y a
toi qui es meilleur dossier. Bon, j'étais très content. Mais quand même, finalement, il faut que aussi je signe un papier, ma femme, il ne vient pas. Ah oui, alors ça c'est un autre problème. Oui. Ouais. Très bien. Ouais. Je dis, mais moi, comment je peux trouver ce papier? Obligé, il faut que je demande en Sénégal. Pour eux, ils me font une attestation, ça veut dire que ma femme, il ne vient pas. Je demandais à la dame, je dis, mais qui je vais demander? C'est la mairie, ou c'est la gendarmerie, ou c'est l'hôpital, ou c'est où? Il dit non, je ne sais pas. La question de monsieur, ce que monsieur Anne, ce dont monsieur Anne parle, c'est aussi la question de, en fait, quand on habite en foyer, on n'a pas de vie sociale, en fait. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu n'as pas de vie sociale. Tu ne peux pas recevoir ton copain, tu ne peux pas recevoir ta copine, tu n'as pas... Tu vois, parfois même... vous savez, l'arrêt Thomas, tout le monde sait que l'arrêt Thomas, c'est l'arrêt du foyer. Et les gens qui habitent au foyer à Thomas, ils ne s'arrêtent pas à l'arrêt Thomas. Ils arrêtent en arrêt avant ou en arrêt après. C'est ce que nous racontait d'ailleurs un ancien président de l'ASTI, Lamine, qui nous parlait quand il vivait là-bas. Il disait, moi, je ne voulais pas que ça se sache. Le fait de vivre dans un endroit pareil, c'est aussi compliqué socialement. En fait, on est d'accord. Parce que toi-même, tu te déprécies, en fait. Donc, du coup, après, finalement, j'ai accepté. Ma femme, il ne vient pas. Donc, on m'a donné entre frontières Massy et Antony. Je allais visiter. Mais quand même, quand j'ai visité, et après je retournais, ça c'était 1% patronat. D'accord. Demba, pour ta femme, il faut aller à la permanence de l'Est. Il faut aller à la permanence de l'Est. Et après, je l'ai annulé pour ça. Mais les appartements, je l'avais visité. Parce que alors, je le dis d'ailleurs pour celles et ceux qui peuvent venir, il y a parce qu'en fait, il y a des gens, des histoires de vie à l'intérieur du foyer. D'ailleurs, il y a le vôtre, monsieur Anne, puisque vous êtes en photo derrière, et vous dites « Je suis un homme en colère, mais je sais quand même sourire ». Et je trouve que ça illustre bien ce que vous dites. On sent qu'il y a beaucoup d'émotions, mais que vous êtes toujours gardé un sourire qui exprime la bienveillance de l'homme que vous êtes. En tout cas, il y a tous les gens qui sont là, c'est les gens que vous connaissez peut-être, voilà, avec qui vous partagez à minima un lieu de vie. Et ce qui est intéressant, c'est aussi de voir tous ces gens qui vivent ici, que l'on croise comme nos voisins, mais en fait, on n'imagine pas la diversité des parcours qu'il y a à l'intérieur de ce foyer. Des gens qui sont nés là, je vois quelqu'un qui est né au Portugal, quelqu'un qui est né à Angers, quelqu'un qui est né à Oran, enfin dans la région d'Oran. Monsieur Anne, vous-même, alors Kaffrine, je ne sais pas où c'est d'ailleurs au Sénégal. Au Sénégal, c'est dans le sud. Juste le micro pour qu'il puisse. C'est la route de Tambacounda, comme Dakar. D'accord. Tamba, ça veut dire Funangue Dakar, quoi. Ok. En tout cas, il y a plein de parcours différents et c'est ça qui fait aussi l'importance de venir voir ça pour comprendre aussi que on démolit pas. De toute façon, on a tendance aux Ulysse, il y a eu plusieurs bâtiments qui ont été démolis. Hein, on se souvient par exemple des tours de la Donnière, de Haute-Plaine, etc. Et à chaque fois qu'il y a un bâtiment qui tombe, c'est aussi des moments de vie. Bon là, on aura quand même, on peut pas faire un trait sur 50 ans d'histoire, donc on va regarder ça aussi avec de l'émotion. On aura autant d'émotion à le voir tomber qu'à de voir les gens intégrer les nouveaux locaux. On sera content, monsieur Anne, de vous garder comme résident ici ou ailleurs d'ailleurs. Merci, moi aussi je suis très content parce que j'ai vécu ici depuis 86, 10 mois aux Ulysse. Jusqu'à aujourd'hui, je suis là encore. Mais je n'ai jamais eu de problème avec personne. Personne n'a jamais eu de problème avec moi. Moi, je considère tout le monde, ils sont comme moi. Moi, je considère tout le monde... Et personne n'aura de problème avec toi. Voilà. Je crois qu'il y a là-bas aussi, peut-être Marie, en fait, c'est Marie-Thérèse. Merci, monsieur Anne, merci beaucoup. Marie-Thérèse a vécu au... Tout à fait. Oui, a vécu au... Elle est passée d'abord à l'Est. Elle est d'abord passée à l'Est. Attends, tu vas pas... C'est pas toute cette feuille-là que tu vas... Non. Oui, ok. Bien. Bonsoir. Mettez-vous, regardez, posez vos pieds là, et puis vous avez les gens qui vous regardent. Bonsoir, allez-y. Marité. Oui, bonsoir. Oui. Oui, moi, je suis venue au foyer en 2005 et j'ai quitté en 2015. J'étais au 2e étage, seule avec les hommes. Donc, j'étais beaucoup embêtée. J'étais pas bien. Nous avons des parties communes comme la cuisine, les toilettes et les douches. La cuisine, c'est toujours sale. En tout cas, le foyer, c'est un endroit qui n'est pas décent. La cuisine,
est souvent occupée par les sans-abri. Le matin, quand tu te réveilles pour venir préparer, ils te grondent qu'ils ne sont pas encore réveillés. Des fois, nos voisins leur jettent leur matelas. Quand on leur jette les matelas, ils viennent pour mettre le feu. En pleine nuit, on crie feu, 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 sortez, et nous courons pour sortir. Moi, j'étais toujours harcelée. Les week-ends, il y a les prostituées qui viennent. Quand ils ne voient pas les prostituées, ils m'invitent de venir passer la nuit chez eux. Donc, je ne fais pas ça. Ou bien, seul, quand je suis seule, je peux pas aller à la cuisine. Quand M. Demba est venu, quand je le vois à la cuisine, moi aussi, j'ai le courage d'aller à la cuisine. À 2h de la nuit, on vient toquer à ma porte, qui demande de l'eau. Il faut ouvrir, sinon ils vont forcer la porte. J'ai fait plein de mains courantes et de convocations et de plaintes au commissariat. Donc, finalement, j'ai quitté en 2015. En 2017, j'ai été au commissariat pour faire une déclaration de perte. Dès qu'ils ont tapé mon nom, ils ont dit « Ah, madame, vous n'êtes plus au foyer ?» J'ai dit non. Vous êtes où maintenant? Je dis, oh, c'est très bien pour vous. C'est très bien. Oh, c'est très bien. Qui vous a aidé? J'ai dit, c'est l'ASTI. Je connais Madame Nicole depuis des années. Ils m'ont aidé pour avoir les papiers. Ils m'ont accompagné. L'ASTI m'a accompagné. Elle dit, madame, quand vous venez, on vous comprenait, mais vous n'avez pas assez de preuves. Tout le temps, j'ai des menaces. Quand je sors à partir de 20h, je ne peux plus sortir de ma chambre. Quand je dois rentrer tard la nuit, il faut que je sois accompagnée. Donc, je remercie le maire d'avoir pris cette initiative et de pouvoir donner finalement une dignité à notre ville. Merci beaucoup. Ce n'est pas bon pour les femmes, j'ai oublié. Il fut un temps, ils ont placé le 9e étage pour les femmes seules. Je crois que c'est toujours le cas. Oui, c'est toujours le cas. Mais c'est très, très difficile, ce n'est pas bon pour une femme de rester. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est une situation, même si c'est la moins pire, c'est une situation qui ne peut pas durer, et notamment pour les femmes qui, comme souvent, subissent des violences qui sont totalement inadmissibles. Et je pense que c'est bien ce qu'il faut qu'on se dise, c'est qu'on se bat pour que toutes les personnes qui ont subi ces injustices puissent ne plus les revivre demain, ou d'autres personnes, bien entendu. Mais merci pour ce témoignage. Merci beaucoup, Marie-Thérèse. Merci beaucoup, et bravo, bravo. Je sais qu'on approche de la fin du live. Notre cher Will me fait des grands signes depuis tout à l'heure. Mais je sais qu'aussi qu'on avait des questions. Je vais essayer d'y répondre. Je sais qu'on a le 9 juin, vous n'oubliez pas qu'on a, cher Soulé, des élections européennes. Donc les bureaux de vote, comme d'habitude, les 14 bureaux de vote des Ulysses sont ouverts entre 8h et 20h. On sera très heureux, nous autres élus et... comment dirais-je, agents de la municipalité, mais aussi bénévoles, parce qu'il y en a des assesseurs qui sont désignés ou par les partis politiques ou par nous-mêmes, d'ailleurs, la mairie. On est très heureux de vous retrouver à l'occasion de cet événement démocratique important. C'est important de voter, le 9. On est bien d'accord, cher Soulé. C'est important. Juste, je vais essayer de répondre à quelques questions, mais j'ai vu déjà quelques trucs. Il y a juste avant... Alors, Madi qui parlait des rats à la résidence de la Donnière. Oui, j'ai appris que bâtiment C, E, etc. On a des rongeurs à quatre pattes. Alors, ils se déplacent dans la ville. Alors, un petit peu comme ce qui a été fait aux Avelines ou ce qui va se faire au Barcelo. On travaille, et j'aperçois Étienne Charon, notre élu, notamment en charge des questions du bien-être animal, mais sur cette question-là, et les pas sujets, vous savez que je l'ai déjà eu souvent l'occasion de le dire. Je vous invite, si vous le souhaitez, il y a une vidéo où j'explique un peu quelle est la politique municipale de lutte contre la prolifération des espèces liminaires. L'idée, c'est de contrôler les naissances des rats, mais on a aussi, et on va inciter les bailleurs pour éviter, ou les copropriétés d'ailleurs qui le souhaitent, pour éviter que les rats s'approchent des espaces de nos bâtiments en commun. Foyer Adoma est par exemple, parce qu'il y avait à un moment effectivement des rats à proximité des espaces communs. L'idée, c'est de faire intervenir d'autres méthodes que celles qu'on ait traditionnellement l'habitude d'utiliser, donc les pièges, les poisons, etc. Ce qui a marché aux Avelines, c'est qu'ils ont fait venir une société qui s'appelle Ratila, qui fait intervenir des furets, prédateurs naturels des rongeurs à quatre pattes que sont les rats, et des chiens ratiers pour essayer de régler la solution. Mais on sait effectivement qu'il y a beaucoup d'endroits. Je répète aussi, c'est important de l'avoir en tête, mais j'ai vu que des réponses avaient déjà été apportées.
pour éviter la prolifération. En fait, les rats, c'est un peu, ils vivront toujours aux alentours des habitations des êtres humains parce qu'il y a souvent à manger. Mais le rat, je le répète, hein, c'est 7 tonnes de déchets par individu qui est ingurgité. Ce qui veut dire, en fait, la plupart du temps, ils trouvent à manger facilement parce que tant qu'on continuera à déposer nos ordures par terre, comme j'ai encore vu tout à l'heure en venant, tant qu'on continuera à mettre du pain par terre pour nourrir les pigeons, alors que les pigeons ne se nourrissent pas de notre pain, quand on continuera à trouver des déchets alimentaires un petit peu partout en ville, les rats, ils continueront à s'approcher de nos habitations parce qu'ils sont évidemment servis, en fait, ils ont un entrée plat dessert posé directement sur place. Donc attention à nos ordures ménagères qui vont convaincre nos amis rongeurs de s'installer à proximité de nos habitations. En tout cas, Donière, Barcelone, on sait qu'il y a des interventions qui peuvent être prévues. Donière, on doit rentrer en contact avec le bailleur pour qu'il y ait une inter, parce qu'elle m'a été signalée récemment. J'ai vu Marie-Laure qui nous pose la question, est-ce que je peux me mettre d'accord avec une société de taxi pour aller à l'hôpital de Paris-Saclay qui se trouve sur la commune d'Orsay, qui commence son déménagement à partir de juin, même si tous les services ne seront pas concernés. Alors moi, je peux pas faire de partenariat avec les taxis, parce que c'est une activité libérale. En revanche, on s'est beaucoup battu pour avoir une liaison directe en transport en commun. Dans le Vivre aux Ulysses qui sort là dans les prochains jours au mois de juin, on explique l'état d'avancée. Pour le moment, pendant quelques mois, pendant quelques semaines, jusqu'à on va dire l'automne à peu près, voire le début, la fin d'année 2024, on devra utiliser soit une ligne directe qui s'appelle la 415, mais qu'on doit récupérer au secteur de la Queue d'Oiseau ou du rond-point de Mondétour, soit faire un changement en utilisant la ligne 9 qui nous amène jusqu'en gare du Guichet et de récupérer la ligne 9106. Les deux ont une fréquence plutôt pas mal, mais on aura, et c'est une certitude d'ici quelques mois, une liaison directe, donc une ligne de bus qui ira directement jusqu'au plateau, et donc à l'hôpital, ce qui permettra effectivement à bon nombre d'habitantes et d'habitants, soit pour y travailler, soit pour rendre visite, de se rendre là-bas sur place. Il y a très bons taxis aux Ulysses, mais vous comprendrez, cher Marie-Laure, que je ne vais pas vous les citer pour des raisons de respect de la concurrence. Sylvie qui me parle des chiens, nos amis à 4 pattes, et là encore une fois, Étienne Charon, décidément, a beaucoup de questions sur les animaux de la ville. Moins drôle parce qu'on a eu un labrador qui a été attaqué par deux autres chiens qui, je crois, n'étaient pas tenus en laisse pour les 3, ou alors en tout cas pour les 2 qui ont attaqué. Ça aurait pu très mal finir. D'ailleurs, je crois que les blessures ont été vraiment conséquentes. On a là-dessus, la police a pu intervenir, donc c'est la bonne nouvelle. En attendant, c'est toujours la même chose. Évidemment, on travaille actuellement avec une association, un groupement de citoyens volontaires à la création d'un canipark, un espace dédié à l'échange de bonnes pratiques, l'éducation populaire sur la façon dont on peut vivre avec un animal domestique, mais aussi permettre aux animaux de se déplacer sans laisse. Le parc aujourd'hui, on peut toujours ne pas mettre de laisse à certains horaires, mais ça nécessite que vous ayez pleine confiance en la tenue de votre animal. On ne peut pas prendre de risques. Je vous rappelle que là, un chien a failli avoir des blessures mortelles, mais ça peut être un toute autre espèce d'animal. On a des OAPRH qui sont des fois attaqués par nos amis à 4 pattes, et puis ça peut être évidemment des êtres humains. Donc je le répète, les sanctions sont extrêmes. D'ailleurs, c'est souvent l'animal qui trinque plutôt que le maître, ce qui est quand même un petit peu particulier dans ce genre de cas. Mais si vous aimez les animaux avec lesquels vous vivez, eh bien, vous devez veiller à soit tenir en laisse à certains horaires quand c'est nécessaire, la plupart du temps d'ailleurs, soit bien veiller à ce qu'il n'y ait pas d'autres animaux dans le secteur pour éviter toute tentative d'agression. Donc je le regrette, mais c'est vrai que ça commence à être vraiment un problème. Pendant l'été, on aura de toute façon des patrouilles de ce qu'on appelle communément brigade verte, mais en tout cas on va essayer je sais que c'était un point d'attention très fort, avec la police municipale, la police nationale, on a encore fait un point. Peut-être qu'un jour il fera beau, et donc peut-être qu'on pourra profiter des espaces verts des Ulysses, et donc on a demandé qu'il y ait notamment pour le respect de la zone barbecue, des règles élémentaires d'hygiène, du dépôt d'ordures et effectivement des animaux, de tenir les chiens en laisse. On a demandé à la police municipale de suivre, et sachez que les sanctions peuvent être extrêmement fortes, donc je compte sur la vigilance de chacune et de chacun. Et Marie-Laure toujours qui m'interpelle sur le nombre de bancs dans la ville. Je sais qu'il y a des bancs supplémentaires qui seront installés pendant l'été dans le parc. Chère Marie-Laure, je vous invite à peut-être me signifier, ça fait beaucoup rire mon lapsus, de signifier les endroits où vous trouvez qu'il manque de bancs, sachant qu'à chaque fois qu'on met des bancs, il y a des gens qui nous disent « ouais, mais mettez pas en bas de chez moi parce que… » En tout cas, il faut regarder. Sylvie,
effectivement, qui nous rappelle qu'il faut éviter de jeter de la nourriture pour que ça fasse la joie de nos amis rongeurs. Marie-Laure qui nous parle de renforcer les équipes de nettoyage et de permettre aux jeunes, en leur donnant des petits cadeaux, pour qu'on nettoie la ville plus facilement. Alors, j'avoue que je suis content qu'on ait des idées comme ça. C'est pas aussi simple que ça pour les petits cadeaux, hein. Et puis je pense que d'ailleurs, on a eu encore la preuve, soit par des associations, soit par la ville, et il y en a encore une autre, des opérations de nettoyage citoyen qui fonctionnent bien, qui font de la sensibilisation et qui permettent aussi de donner une respiration dans certains secteurs de notre ville. Les équipes de nettoyage aujourd'hui, elles sont surtout fatiguées par la mauvaise utilisation. Alors d'abord le non-respect des jours d'encombrant. On a dû encore procéder à une amende extrêmement forte, plus de 1 500 € qui ont été mises il y a quelques temps à un couple qui déposait ses meubles sur la voie publique en dehors du cadre prévu, donc le lundi soir avant les encombrants, 2 fois par mois seulement. Donc on prend beaucoup de temps à enlever ces meubles. Et puis on a aussi un problème, c'est tout ce qu'on retrouve dans les poubelles, dans les corbeilles urbaines, qui n'a rien à y faire. Faire à repasser, ordures ménagères, restes alimentaires et je dis pas juste le goûter, hein, c'est des fois même la reste pour plusieurs jours. Pardon ? Oui, bien sûr que je te laisse le mot de la fin, Soulé. Ne t'inquiète pas, cher Soulé. Évidemment, on a aussi négocié, parce qu'on a des fois, c'est des postes, le nettoyage de la voie publique qui pas toujours aussi simple à faire. Donc on a des gens qui, soit on a des manques d'effectifs, ce qui était le cas actuellement, mais on est en train de recruter une personne et on a négocié avec la communauté d'agglomération des moyens supplémentaires pour nous accompagner sur les temps qui viennent, de manière à faire respirer un peu les agents pour qu'ils puissent se concentrer sur leurs tâches le mieux possible. Valérie qui nous encourage pour le foyer, tout comme Diribi qui dit que Madame Parer est une grande dame et qui en aurait douté, et Isabelle Zouzou qui nous dit qu'il faut faire quelque chose pour les routes Saintonge et Berry pour que les voitures roulent moins vite. J'avoue que j'ai quand même du mal à comprendre comment dans les avenues des Ulysses qui sont très restreintes, vous avez des dos d'âne, vous avez des plateaux, vous avez des piétons qui traversent partout, il y a encore des gens qui considèrent qu'on est sur un terrain de Formule 1. Sachez que je sais que la police prévoit de faire des contrôles de vitesse. J'espère qu'elles attraperont moins de gens possible, parce que ça veut dire qu'on en respectera les petits panneaux d'affichage des vitesses. Et puis évidemment, je le répète tout le temps, parce que souvent on me parle des comportements dangereux, mais je vois beaucoup de gens au téléphone. D'ailleurs, moi-même, j'ai été pris au téléphone avec mon vélo, rappelé par une habitante qui m'a dit c'est pas bien. Et effectivement, j'ai dit il faut que je fasse attention, parce que le téléphone, on a tous l'habitude de faire attention, de ne pas faire attention et d'utiliser au volant. Et Yedge qui nous dit que c'est un très bon live, merci beaucoup. Et du coup, mon cher Soulé, je vais juste rappeler qu'on a rendez-vous. Alors malheureusement, c'est la première terrasse de l'été, mais c'est pas l'été. C'est à côté du Radazik, on a Monsieur Orange, on a la Caravane Jukebox, on a l'envol du Tacon. C'est ce soir, c'est à l'intérieur. Bah oui, c'est mieux avec le temps qu'il fait. Oui, c'est vrai. Et on a le vernissage évidemment de l'exposition à laquelle vous pouvez nous rejoindre. Boris Vian, nouvelle saison culturelle. Je vais pas en dire plus parce que je crois vous avez les permanences de billetterie à la direction des affaires culturelles qui se trouve juste à côté de Jacques Prévert entre le 12 juin et le 2 juillet, les mardis, mercredis et vendredis. La billetterie en ligne qui commencera au 1er juillet, ça c'est bien Soulé, tu pourras réserver, prendre ton abonnement en ligne. Pour nos aînés, pensez avec Un jour il fera chaud, le plan canicule, à vous inscrire auprès de l'espace des aînés si vous êtes concernés. Et puis, je ne vais pas aller beaucoup plus loin, mais juste un petit mot. D'abord pour remercier les services municipaux qui nous ont fait une magnifique journée porte ouverte de la petite enfance. Une magnifique journée des enfants. Je pense qu'au parc urbain, tout le monde était ravi. Pour le coup, on avait... Et de la parentalité, pardon. Et je crois que pour le coup, on avait eu un beau temps. Et puis, on a eu la deuxième édition du Forum Emploi local au centre commercial Louise II. Merveilleux. Très bien. Beaucoup de rencontres et d'entreprises contentes de voir des habitants, ce qui me permet de saluer Delilah Méli, notre élu en charge de la question, qui s'est bien démenée et qui était très contente, tout comme moi. Un petit mot pour Mehdi Idouam, qui a obtenu le prix. Qui, grâce à son action au sein de notre équipe municipale, a permis à la ville d'avoir le trophée des collectivités franciliennes engagées pour la qualité de l'environnement sonore. C'est pas rien, ça veut pas dire qu'on a une ville qui est moins touchée, mais au contraire, ça veut dire qu'on a bien pris en compte la question de l'environnement sonore et des nuisances sonores, notamment liées aux avions qui passent au-dessus de nos têtes, et que ça veut dire qu'on a pris, donc c'est un prix qui est organisé par l'association des maires d'Île-de-France et la ville des Ulysses, c'est la collectivité qui a obtenu pour les moins de 30 000 habitants le trophée, donc c'est la lauréate, donc ça veut dire qu'on a, et je remercie Mehdi de cette saisie de cette question dans sa délégation. Merci Mehdi. Bravo.
Et du coup, comme promesse tenue, cher Soulé, je vais te laisser le mot de la fin. Vous remercier les uns et les autres d'avoir suivi ce live, remercier les services de la Maison pour tous de nous ouvrir leurs portes, vous inviter à venir voir Mémoire de résidents ici, remercier les intervenants de ce soir pour la qualité des propos qu'ils ont tenus, et puis évidemment remercier le service de la communication et notre cher Will d'avoir rendu possible ce moment particulier. Cher Soulé. Très bien, merci. En fait, aujourd'hui, on a fait un spécial live sur le foyer à demain. On a eu des questions sur les rats. Donc j'espère que la prochaine fois qu'on fera un spécial live sur les rats, vous poserez des questions sur le foyer à demain. Merci. Mais je pense que ça veut dire et je me tais, c'est qu'on a été très clair sur le foyer à demain. Bonne soirée tout le monde. À bientôt. Bravo.